Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Épisode numéro 93. On va reparler aujourd'hui de louer versus acheter. Je fais une suite à l'épisode de la semaine passée, numéro 92, où est-ce qu'on a regardé une maison payée versus un logement qu'on voudrait louer équivalent. OK? Équivalent, on fait les calculs. Combien que ça vaut la maison payée? Si j'étais pas pour avoir ma maison payée, quel montant, quel placement j'aurais de besoin pour venir remplacer la valeur que ma maison me donne en termes d'habitation, en termes de logement? Okay, donc, on a fait ce calcul-là à l'épisode numéro 92 la semaine passée. Là, aujourd'hui, on va faire d'autres choses. On va continuer là-dessus. On va partir du début. Si on n'a pas encore notre maison, combien que ça va coûter pour l'acheter, pour rembourser l'hypothèque, versus si on décidait de louer puis d'investir la différence. OK? On va faire ce calcul-là. Premièrement, avant tout, je vous parle du Club Privilège. Le Club Privilège, c'est un courriel par mois que j'envoie et vous avez la chance, lorsque vous recevez ce courriel-là et que vous répondez à la question, de gagner un grand prix et une carte cadeau de 50 $. Pour faire partie de mon Club Privilège, vous n'avez qu'à remplir le formulaire sur mon site web frédériclacharité.com/club-privilège. Vous me donnez votre nom, votre adresse courriel et je vais vous ajouter au Club Privilège. Vous allez recevoir le premier courriel donc au mois d'avril. Là, on est au mois de mars. Vers la fin avril, vous allez recevoir ce courriel-là. Ça contient des informations sur mes derniers podcasts. Ça contient un article par rapport à l'actualité sur les hypothèques. Vous répondez à la question. Vous pouvez répondre n'importe quoi. Si vous répondez une niaiserie, je vais l'avoir passé. Ça va vous inscrire automatiquement au concours. Il n'y a pas de problème. Puis peut-être par le passage, ça va me faire rire. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Je vois toutes les réponses passer et j'essaie de répondre aussi. Donc ça, c'était pour le club Privilège. Je vous encourage à joindre le club. Ensuite, je vais revenir sur un commentaire que j'ai reçu la semaine passée sur l'épisode numéro 90. L'épisode numéro 90, c'était un scénario client, donc des clients qui ont acheté une maison alors qu'ils étaient déjà propriétaires d'un plex. Eux, ils voulaient conserver leur plex et puis acheter une maison plus grande pour leur famille parce que la famille grandit, on a besoin de plus d'espace. Donc, j'ai parlé de ce scénario-là, comment j'ai aidé ces personnes-là à acheter leur maison. Et puis, j'ai eu un commentaire d'un auditeur qui a dit « Pourquoi ne pas avoir refinancé le Plex pour avoir plus de mise de fonds pour la maison, vu que les intérêts payés sur le Plex sont déductibles d'impôts? » Super bonne question. Merci à cet auditeur d'avoir posé cette question-là. J'entrerai pas dans les détails de ce que les gens ont fait en particulier dans ce dossier-là, mais ce que j'ai répondu aux commentaires, c'est que je vérifierai cette idée avec votre comptable. OK? Parce que selon l'Agence de revenus du Canada, c'est l'utilisation des fonds empruntés qui détermine si les intérêts sont déductibles ou non. L'achat d'une résidence principale n'est pas une activité génératrice de revenus. Donc, l'ARC ne permettrait pas de déduire les intérêts, même si l'argent provient d'une hypothèque, un prêt adossé à une propriété locative. C'est l'utilisation des fonds qui compte. J'aimerais avoir un CPA. Donc, je lance une perche en ce moment. S'il y a un comptable CPA qui aimerait venir discuter de cet aspect-là, parce que je pense que c'est un petit peu sous-entendu, quelqu'un qui a une propriété à revenus qui va emprunter de l'argent sur cette propriété-là va pouvoir déduire les intérêts. Mais qu'est-ce qui arrive si il refinance son immeuble à revenus et décide d'utiliser les fonds pour s'acheter quelque chose d'autre qui ne génère pas du revenu? Est-ce que à ce moment-là, le gouvernement n'a pas vraiment de façon de le savoir, donc on continue de déduire les intérêts? Ou est-ce que c'est généralement accepté quand même par le gouvernement de continuer à déduire les intérêts dans ces situations-là? Moi, j'aimerais en savoir un peu plus là-dessus parce que si on lit justement l'idée qu'un prêt doit servir à un investissement, sinon n'est pas déductible d'impôt, techniquement, on ne pourrait pas faire ça, donc c'est-à-dire emprunter sur notre immeuble à revenus et déduire les intérêts si c'est pour acheter notre résidence principale, par exemple. Donc ça, c'était une question super intéressante, puis je lance une perche s'il y a un comptable CPA qui veut communiquer avec moi puis me donner plus d'informations là-dessus. Je serais vraiment curieux d'en entendre davantage
davantage. Donc là, je reviens sur le sujet du podcast d'aujourd'hui, numéro 93, puis je reviens sur l'épisode 92 la semaine passée. OK, j'ai reçu la question. Mon bon ami Jean-François Raoult, qui est venu parler à l'épisode numéro 46, on parlait du passage de salarié à partenaire en PME. Il écoute les podcasts et il m'a écrit, il m'a dit... Ça serait intéressant pour avoir un portrait global de voir combien coûte au travers du temps payer sa maison versus placer le montant pour atteindre un placement au-dessus d'1 million de dollars. Parce que, évidemment, il y a des intérêts à payer sur l'hypothèque. Tu sais, la semaine passée, je partais de la situation où j'étais, c'est-à-dire que la propriété est déjà payée. J'ai pas parlé de oui, mais pour se rendre là versus investir. Donc, la fameuse question acheter versus louer et investir, la différence. OK? On a plusieurs calculateurs disponibles sur Internet. J'ai fait mon propre calculateur pour voir ce que ça donnait comme chiffre. Puis, c'est ce que je veux montrer en ce moment. Je l'ai encore aujourd'hui en partage vidéo en passant. Ceux qui écoutent, le audio parfait. J'essaie de rendre ça super pratique pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas nécessairement mon écran. Je pense que vous ne manquez pas grand-chose, là, parce que là, depuis le début, dans le fond, tout ce que vous voyez, c'est un fichier Excel. Et c'est pas si intéressant de voir un paquet de chiffres dans un fichier Excel. Mais là, je reviens quand même avec mes projections, mon calculateur de, OK, on va prendre la même propriété, on va reprendre les mêmes chiffres un peu qu'au dernier épisode, mais on va faire l'exercice du début, c'est-à-dire si on l'achetait, qu'on payait les frais de démarrage, qu'on mettait la mise de fonds, versus si on louait un logement équivalent. OK? Donc ça va être l'exercice que je vais faire plus tard. Mais avant d'aller dans les différents scénarios, je vais parler de louer versus acheter. Je vous rappelle l'objectif du podcast. Ce que je veux encourager avec mes auditeurs, c'est je veux montrer un chemin pour passer de 0 à 1 million, 2 millions, 3 millions en valeur nette. L'idée, c'est comment y arriver le plus facilement, le plus simplement possible lorsque on travaille, on est un professionnel, peut-être qu'on a une famille aussi, puis on a des questions financières. Donc, c'est un peu l'esprit du podcast. Puis je veux aussi m'assurer qu'on ne va pas entrer dans un cycle de métro, boulot, dodo. L'idée d'accumuler 2-3 millions de dollars, c'est qu'on va devenir financièrement libre éventuellement. Et oui, ça prend un peu de travail en amont, mais notre vie s'améliore au fur et à mesure que notre valeur nette augmente et qu'on peut augmenter notre train de vie en même temps. OK? C'est un peu l'esprit. Moi, c'est ça que j'ai fait depuis ma vingtaine jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est ce que je veux encourager avec le podcast. On va parler de louer versus acheter. En passant, c'est possible d'atteindre l'indépendance financière des deux façons. C'est possible de devenir indépendant financièrement en achetant ou en louant. Personnellement, j'ai acheté. Puis, je connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait en louant. OK? Ça, c'est la réalité. Je pense que la majorité des gens vont le faire en achetant leur résidence principale. Donc, c'est pour ça que je dis que acheter sa résidence principale, selon moi, ça facilite l'atteinte de l'indépendance financière. Mais bien sûr que c'est possible d'y arriver sans acheter. C'est certain qu'il y a des personnes qui arrivent à l'indépendance financière puis qui n'achètent pas leur résidence principale et qui vont louer, qu'on va peut-être investir. La différence entre le loyer puis ce que ça leur coûterait en hypothèque, puis frais de taxes municipales scolaires, frais de maintenance de leur maison pour conserver la valeur de l'immeuble, il faut investir dans notre maison. Donc, il faut calculer tous ces frais-là. Je ne remets pas ça en question. Lorsqu'on fait la comparaison louer versus acheter, moi, je mets un bémol ici dans le sens que faut y aller avec un logement qui est équivalent lorsqu'on fait la comparaison entre les deux. Parce que c'est certain que ce qui aide le plus à devenir financièrement indépendant, c'est notre train de vie. C'est la grosseur de notre logement, c'est notre confort. Si on a un logement petit, qui est peut-être moins confortable, qui est moins grand, on a moins d'espace, ça va coûter moins cher, donc ça va nous aider, on va garder notre train de vie bas et ça va nous aider, ça. C'est ça qui nous aide le plus. Donc, dans l'idée de louer versus acheter, si l'idée c'est de louer un petit appartement versus acheter une grosse maison, of course, louer va gagner à tous les coups, OK? Moi, ici, c'est pas l'exercice que j'ai fait. J'ai fait l'exercice d'une maison versus un logement
équivalent. OK? Puis j'ai pris ma maison en ce moment pour le faire. C'est peut-être pas la meilleure maison parce que quand j'avais 25 ans, j'aurais pas pu m'acheter le condo dans lequel on habite en ce moment. Bon, c'est sûr qu'en 2008, ça valait pas autant, mais en ce moment, à 43 ans, je bénéficie du fait que j'ai eu un confort moins élevé dans ma vingtaine, ma trentaine. Et puis là, rendu à 40 ans, on s'est payé un peu plus de luxe. Puis c'est pour ça que j'ai une maison qui vaut 750 000. Les scénarios que je vais montrer aujourd'hui, ça va être avec cette maison-là parce que c'est les chiffres que j'ai. J'ai fait la recherche pour le loyer. Combien vaut un loyer équivalent? Je voulais pas recommencer tout ça avec une habitation hypothétique que je connais pas. Donc, je suis revenu avec ces mêmes chiffres-là. OK? Avant de continuer avec les scénarios, je reviens. Acheter, pour moi, c'est plus facile. Si on revient à train de vie égal, OK? Que ce soit une maison ou un appartement, mais un train de vie égal, acheter, pour moi, c'est quand même plus facile que de louer parce qu'on a l'épargne forcée. Pour les paresseux, comme moi, OK, parce que je fais partie de cette catégorie-là, le fait que ce soit forcé a rendu le cheminement vers l'indépendance financière beaucoup plus facile parce que lorsqu'on loue, on va devoir investir la différence. Et ça, c'est difficile. Okay? Investir la différence. Il faut qu'on décide de prendre de l'argent, de l'investir systématiquement, puis qu'on garde le cap avec nos investissements pendant une longue période de temps, c'est extrêmement difficile. Versus de l'épargne forcée, j'ai pas le choix de payer mes frais de condo, j'ai pas le choix de payer mon hypothèque, j'ai pas le choix de payer mes taxes municipales, scolaires, l'entretien de ma maison, j'ai pas le choix. Et puis, en background, ma propriété prend de la valeur et je n'ai pas vraiment conscience de combien elle vaut à tous les jours. C'est pas comme des placements. Donc, c'est juste plus facile, OK, de s'enrichir pour moi de cette façon-là. On a l'avantage fiscal aussi de la résidence principale. Celle-ci gagne en valeur, exonérée d'impôts. On n'a pas ça avec nos placements. C'est une stabilité forcée aussi. Lorsqu'on achète, on ne va pas déménager à toutes les années. C'est une stabilité forcée. On va se forcer à rester au même endroit pendant 5 ans. Donc, c'est vrai, c'est pas notre situation. Si nous, on ne peut pas se permettre justement d'être longtemps au même endroit, si on n'a pas ce style de vie-là où est-ce qu'on a une certaine stabilité, peut-être que louer, ça va être préférable pour nous, puis on va prendre l'autre chemin, puis oui, on peut y aller, puis on peut y arriver à l'indépendance financière en louant. C'est juste, selon moi, plus difficile, parce qu'il faut être très, très bon dans l'investissement, mais pas bon dans le sens de choisir puis de battre le marché, bon dans le sens que c'est extrêmement difficile de systématiquement mettre l'argent, la différence de côté, puis de garder le cap pendant de longues périodes. On veut toujours changer des choses dans nos investissements. On a peur, si ça baisse, on va le voir, on va peut-être vouloir vendre. C'est tout ça le danger. C'est ça que je parle qui est difficile. OK? Puis on n'a pas tous ces problèmes-là avec la maison. C'est pour ça que je dis qu'acheter, c'est plus facile. Mais louer, c'est possible. C'est possible si on comprend bien comment investir. C'est même, ça peut être avantageux aussi louer si notre propriétaire dort au gaz. Parce que si notre loyer n'est pas augmenté avec l'inflation, parce que notre propriétaire ne nous envoie pas les augmentations à chaque année, ben oui, là, peut-être que notre loyer va rester quand même relativement bas pendant plusieurs années. Puis là, ça peut être avantageux. Moi, dans mon calculateur, je prends en compte qu'un propriétaire va normalement augmenter le loyer parce que c'est à son avantage de faire ça parce que le prix de l'immobilier, tout augmente l'inflation. Les propriétaires se doivent d'augmenter les loyers à chaque mois. C'est important, sinon ça fait diminuer la valeur de leur immeuble. Donc ça, c'est important pour les propriétaires de continuer d'augmenter. Donc si on a un propriétaire qui dort, bien, tant mieux. Peut-être qu'on peut profiter de cet avantage-là en étant locataire, puis de conserver quand même un beau logement peu élevé. Mais moi, ce que j'entends de ceux qui cherchent des logements à louer, c'est que c'est très, très, très difficile de trouver un logement abordable. Les propriétaires, à un moment donné, quand il y a des changements de locataires, ils augmentent le loyer, puis ça devient difficile de faire le suivi de ça. Oui, il y a des lois qui protègent les locataires pour pas qu'il y ait trop d'augmentation, mais reste qu'il y a une pénurie, reste qu'en pratique, je crois que c'est très difficile. Puis en plus, quand on est locataire, on peut se faire reprendre notre logement. C'est des choses qui peuvent arriver. Bon, il y a des avantages et des désavantages des deux côtés. Moi, ce que je dis, c'est que c'est plus facile d'acheter pour atteindre l'indépendance financière. C'est la façon que j'ai utilisée. OK, donc c'est vrai, puis là, je finirais peut-être là, cette parenthèse-là en disant que c'est vrai que le prix de l'immobilier a beaucoup augmenté. C'est pas pareil en 2025 qu'en 2008, quand moi j'ai acheté mon premier condo à 192 000. Aujourd'hui, ce condo-là vaut peut-être 400 450 000. Quelqu'un qui veut l'acheter, les salaires n'ont peut-être pas suivi. OK? Reste que
Les mathématiques, eux, n'ont pas changé. Oui, peut-être que maintenant, quelqu'un en 2025 doit se serrer un petit peu plus la ceinture. Ça ne change rien au débat louer versus acheter pour atteindre l'indépendance financière, selon moi. Reste qu'il faut faire les calculs. Okay, les loyers en 2025 ont augmenté, comme l'immobilier a aussi augmenté. Donc, tout a augmenté côté logement. Je pense que le débat il est encore là, louer versus acheter. On va continuer avec l'exercice. Donc, les différents scénarios, OK, comme j'ai dit, là, les variables, là, si vous regardez l'écran, là, je vais retourner dans mon fichier. Je reprends mon condo comme exemple, OK, qui avait une valeur d'à peu près 750 000. On y va avec donc un prix d'achat. Donc, quelqu'un qui était pour louer versus acheter, un prix d'achat à 750 000. Puis là, j'ai fait 4 scénarios, puis j'ai fait varier, la mise de fonds. Mes 2 premiers scénarios, c'est une mise de fonds à 20 %. Les 2 derniers scénarios sont des mises de fonds à 5 %. Puis ensuite, j'ai fait varier l'amortissement. Okay, dans le premier scénario, c'est 15 ans. Okay, donc, 20 % de mise de fonds, amortissement 15 ans. On veut rembourser l'hypothèque en 15 ans. Deuxième scénario, c'est mise de fonds de 20 %. On veut rembourser l'hypothèque en 25 ans. Donc, on se donne un peu plus de temps pour rembourser. Puis les 2 derniers scénarios, on met une mise de fonds minimale. C'est pas tout à fait de 5 % là, parce que, étant donné que le prix d'achat, c'est de 750 000, puis que c'est seulement le premier 500 000 qui est à 5 %, l'autre tranche est à 10 %. C'est, on va dire, une mise de fonds minimale, mais qui peut-être 6 % dans ce cas-là. Je n'ai pas fait le calcul exact. En gros, c'est une mise de fonds de 50 000 sur un prix d'achat de 750 000. Et j'ai mis ensuite les amortissements soit à 25. Et le dernier scénario, j'ai fait 30 ans. Je trouvais ça intéressant parce que 30 ans, c'est nouveau. On n'avait pas ça avant, un prêt assuré à 30 ans. Puis ça vient d'être mis en œuvre par le gouvernement récemment. Donc, on peut maintenant acheter, mettre sur 30 ans avec une mise de fonds minimale. Donc, commençons ensuite avec le premier scénario. Puis là, il y a des variables importantes aussi qui ne vont pas changer à travers les 4 scénarios. Premièrement, le taux d'intérêt. J'ai été conservateur. J'ai mis un taux d'intérêt pour l'hypothèque à 5 %. OK, je pourrais mettre 4, parce que si on regarde l'historique, 5, c'est quand même haut. Je l'ai mis à 5 parce que présentement, on est en bas de 5. Puis je pense que typiquement, sur une période de 15-20 ans, on va être en bas de 5, mais je voulais être conservateur pour pas trop biaiser. Ensuite, le loyer mensuel, je passerai pas beaucoup de temps là-dessus. 3 000 $, c'était ce qu'on avait la semaine passée en termes de loyer mensuel équivalent pour avoir un logement similaire. Le rendement, les placements, on va prendre un rendement libre d'impôt. Fait que je peux pas mettre 8 %. OK? Normalement, j'aurais mis 8 % du rendement sur les marchés boursiers à long terme. On pourrait mettre 8 %. Mais là, je veux le mettre libre d'impôt parce que je considère que ces placements-là, on va les mettre hors régime enregistré. Parce que je veux que ça soit une vraie comparaison, louer versus acheter. Normalement, quand j'achète, j'ai aussi la place dans mes régimes enregistrés pour mettre dans mes REER CELI. Donc, je prends pour acquis qu'on veut se garder l'espace quand on achète pour maximiser aussi nos placements REER CELI. Donc, si on fait l'équivalent en location, il faut que je mette mes placements. La différence, dans le fond, il faut que je la mette dans du non enregistré. Donc, je vais y aller avec un rendement libre d'impôt. En plus que ma maison va prendre la valeur, l'appréciation va être libre d'impôt. Mes placements, je veux aussi que ça devienne libre d'impôt. Donc, je ne veux pas les mettre dans les REER où est-ce que c'est du report d'impôt. Ça devient comme extrêmement compliqué à faire la comparaison. Donc, c'est pour ça que je mets un rendement seulement de 5 %. OK? Puis, c'est quand même, je pense, généreux comme placement qu'on peut avoir sur le long terme, libre d'impôt sur notre argent. Inflation, 2 %. Encore là, je suis conservateur, on pourrait mettre 3. Puis à ce moment-là, si je mets 3, c'est que ça fait que la valeur de la maison explose, puis ça devient vraiment plus avantageux d'acheter versus louer. Okay? Mais je laisse l'inflation à 2 % pour que ce soit plus fair. Et puis, les taxes municipales, scolaires, maintenant, ça, je l'ai tout expliqué au dernier épisode, donc je ne reviens pas là-dessus. J'ai ajouté ici quel revenu. Comme je l'expliquais, j'ai utilisé ma résidence en ce moment, mais quelqu'un qui regarde louer versus acheter à ce prix-là, peut-être qu'il faudrait faire un scénario avec une maison qui vaut moins cher pour que ce soit réaliste pour un revenu familial plus bas. Là. Ici, le revenu familial, une mise de fonds de 20 % amortie sur 15 ans, il faudrait qu'on ait un revenu familial de 232 000 pour le premier scénario, c'est-à-dire l'amortir sur 15 ans, parce que je veux qu'on ait du lousse, là. Je veux pas qu'on soit pris à la gorge, que 65 % de notre revenu, ça parte vers notre hypothèque. Là.
On va garder ça en bas de 30 %. On l'a vu à l'épisode du budget. Normalement, on devrait se limiter là, à peu près à 30 % pour nos dépenses de logement, c'est-à-dire paiement d'hypothèque, plus taxes municipales scolaires, frais de condo ou maintenance de notre maison, plus maintenance intérieure, donc les quelques frais. On devrait se limiter à 30 % de notre revenu brut familial. C'est pour ça que ici, j'ai fait le calcul combien on devrait faire pour ce scénario-là, 232 000, OK? Mais si on fait moins, si on fait un revenu familial de 181 000, ben là, à ce moment-là, on peut acheter la même maison, mais la mettre sur 25 ans, puis ça fonctionne, OK? On va avoir des plus petits paiements, mais ça va prendre plus de temps pour rembourser, ça fonctionne. Ensuite, si on était pour mettre sur 25 ans, mais une mise de fonds minimale, là, j'irais avec un revenu familial. Supposons qu'on n'avait pas le 150 000 nécessaire pour mettre la mise de fonds de 20 % et qu'on avait seulement 50 000. Après, à ce moment-là, je me limiterais pour un revenu familial de 212 000 pour le scénario acheté sur 25 ans avec 5 % de mise de fonds. Si on a un revenu familial en bas de 180, on va être serré. Ça sera peut-être pas l'idéal pour être équivalent. Quelqu'un qui fait autant mais qui va louer, ça va être très, très difficile d'investir la différence. T'sais, on va aller en loyer, puis en réalité, ça va être difficile d'y arriver, là, d'être capable de mettre la différence de côté, tandis qu'au moins, quand c'est une hypothèque, c'est de l'épargne forcée. Je vais y aller dans les 4 scénarios. Puis là, les 4 scénarios, en passant, on arrive kiff-kiff. Je vais les dire rapidement. Louer versus acheter sur 15 ans. Au bout de 15 ans, notre maison, elle vaut à peu près 1 million, puis notre placement vaut à peu près 1 million. Louer versus acheter dans le deuxième scénario, au bout de 25 ans, notre maison vaut 1,2 million, puis nos placements valent à peu près 1,2 million, même chose. Louer versus acheter 25 ans avec 5 % de mise de fonds, notre maison vaut 1,2 million, puis à la fin, notre solde de placement libre d'impôt vaut 1,2 million. C'est équivalent. Donc, ici, louer versus acheter, on s'entend, ça fonctionne, là. On peut aller d'une façon ou d'une autre, comme je disais au début. C'est juste plus facile en achetant la maison, mais en bout de ligne, ça revient pour moi de façon équivalente avec les rendements du marché. C'est juste plus difficile quand on loue vraiment de l'exécuter. Mais l'exécution, quand on achète, ça se fait tout seul après, là. On n'a pas besoin d'y penser. On peut se concentrer sur notre travail. On peut se concentrer sur augmenter nos revenus. Puis le locataire, lui, il faut qu'il quand même se force là, à mettre la différence de côté. Je pourrais y aller avec d'autres chiffres aussi, avec les 4 scénarios, la quantité d'intérêt qu'on va payer pour l'hypothèque. Dans le premier scénario, sur 15 ans, avec une mise de fonds de 20 %, on paye 260 000 d'intérêt. Ensuite, si on l'étale sur 25 au lieu de 15 ans, mais qu'on met quand même 20 %, on est 200 000 de plus d'intérêt si on l'amortit sur 25 versus si on l'amortit sur 15. Donc, ça vaut la peine de viser un prêt amorti sur 15 ans. OK? On économise 200 000 d'intérêt. Si j'y vais avec la mise de fonds minimale et qu'on l'amortit sur 25 ans, on paye 560 000 d'intérêt. Donc, ça fait un 100 000. On ajoute un 100 000 de plus parce qu'on a mis une mise de fonds minimale de 50 000 au lieu de 150 000. Ensuite, si on regarde le dernier scénario, acheté sur 30 ans avec 5 % de mise de fonds, alors là, on paye 694 000. On est à 130 000 de plus que le scénario sur 25 ans. C'est beaucoup d'argent. On paye beaucoup d'intérêt lorsqu'on va mettre sur 30 ans. Donc, c'est quand même correct, je pense, de le faire, mais idéalement, ça va être beaucoup plus payant si on s'en tient à une maison qu'on pourrait se permettre sur 15 ans. Parce que là, ici, on est juste rendu à 15 ans puis on a 1 million, mais ça ne prend pas en compte que les 15 prochaines années, là, c'est payant en titi. Parce que notre maison, on l'a vu au dernier épisode, elle ne vaut pas vraiment 1 million, elle vaut l'équivalent d'un placement de 1,3, 1,4 million peut-être. Parce que là, on a vraiment du lousse dans notre budget pour investir, partir la machine d'investissement, mettre ça, puis aller à fond dans notre enrichissement. Moi, j'encourage à viser ça, mais évidemment, peut-être que nos revenus nous permettent pas, puis lorsqu'on fait les calculs, c'est la seule façon d'y arriver, de devenir propriétaire, c'est d'y aller, mise de fonds minimale sur 30 ans. Ben à ce moment-là, on est correct, ça prend juste plus de temps. C'est ce que je voulais montrer aujourd'hui. Acheter versus louer, pour moi, c'est un petit peu équivalent, très, très difficile côté location de le faire pour vrai. Oubliez pas que le débat louer versus acheter, il faut regarder que ce soit équivalent.
Si le débat, c'est louer avec un petit appartement pas cher versus acheter une grosse maison qui coûte cher, c'est certain qu'il faut louer, OK? Il n'y a aucun débat à y avoir à ce niveau-là. Aucun débat. Par contre, éventuellement, si on veut plus de confort, plus d'espace, d'un côté ou de l'autre, on va devoir mettre le prix sur notre loyer versus notre maison. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis je pense que acheter à ce moment-là est préférable. OK, est plus facile pour atteindre l'indépendance financière. Si vous voulez qu'on regarde ensemble des scénarios louer versus acheter, vous avez un prix d'achat en tête, vous avez un loyer équivalent, puis vous aimeriez que je remette les chiffres dans mon chiffrier puis qu'on regarde ensemble en 15-20 minutes une consultation, ben allez-y, là, prenez rendez-vous dans mon calendrier, puis on peut regarder, moi ça me dérange pas, là, on prend 15-20 minutes, puis on regarde les chiffres ensemble, qu'est-ce que ça donne. On peut calculer aussi, en gros, là, selon votre revenu familial, qu'est-ce qui pourrait être bien, sans qu'on aille dans tous les documents. Puis si jamais on devient plus sérieux à acheter une maison, ben là, on passera à préapprobation, puis on regardera pour se préparer pour l'hypothèque, puis peut-être regarder des documents. Mais on peut faire l'exercice ensemble si vous n'êtes pas rendu là encore. Un rendez-vous 15-20 minutes, c'est gratuit. Là. Ça me fait plaisir, on se parle, puis ça me prend pas de temps. Mon fichier Excel, il existe déjà, puis il n'y a pas de problème à faire ça. OK, c'est tout. J'arrête. Je vous laisse là-dessus. Épisode numéro 93. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.